Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va changer un petit peu d'unité de temps parce que je fais rarement ces émissions tout simplement parce que on parle de time frame beaucoup plus large. Ici, on va skipper carrément au-dessus de ce qu'on fait sur les briefs hebdomadaires où on regarde de l'UT daily, 4 heures, un peu de temps en temps, des fois hebdomadaire quand il y a des signaux. Là, on va vraiment faire minimum hebdo, voire mensuel. Les gestions moyen terme, donc là attention avant même d'aller plus loin, spoiler alert, si vous êtes un trader intraday et tout ça, ce qui va être à l'intérieur de cette vidéo ne doit absolument pas vous intéresser. Vous n'avez pas besoin d'avoir de plan à moyen terme si vous faites du trading intraday. Hors de ça, maintenant si vous avez un portefeuille, que ce soit un portefeuille en gestion ou que vous ayez du capital non investi pour l'instant, etc., et que donc vous envisagez éventuellement de faire un portefeuille, ou petit clin d'œil à tous nos potes de la crypto qui ont gagné beaucoup d'argent dernièrement, si vous avez l'intelligence de comprendre qu'il va commencer à falloir diversifier un petit peu vos portefeuilles dans les prochaines années, cette émission est pour vous. Donc, je vais essayer de pas trop blablater, même si ceux qui me connaissent savent que punaise, j'ai la langue bien pendue, tout en vous apportant quand même assez de détails pour comprendre un petit peu la plupart des mécanismes insidieux qui peuvent se mettre en place. Rappelez-vous, ici, on fait de la prospective de marché, donc je ne suis pas analyste financier, je vais vous parler de scénario de trading, je vais vous parler de zone d'activité dans laquelle je veux voir des réactions de prix qui corroboreraient ce scénario. Tout est toujours conditionnel, d'accord? Il ne s'agit pas de prévoir l'avenir, mais de dire voilà une projection que j'en fais. Rappelez-vous qu'une prospective de marché, c'est un plan de trading, et un plan de trading, il y a toujours deux options, d'accord? Celle que vous favorisez, celle que vous allez trader le plus activement, à laquelle vous exposerez le plus de capital si ça va vers là, et celle qui pourrait vous invalider, dans lequel vous invalidez le scénario et vous recadrez dans le sens inverse s'il reste encore du potentiel. Ok, c'est vraiment comme ça qu'il faut faire dans le trading. Si vous êtes formalisé sur quoi qu'il arrive, j'ai raison, ça va se passer comme ça, c'est jamais très bon signe. Bref, donc je vais vous exposer mes plans à moyen terme, je vais essayer de vous donner la structure que j'utilise pour les construire. Ce qui est important ici, c'est pas de me copier bêtement, comme on le dit toujours, mais de prendre en place les mécanismes, d'essayer de les reproduire. Et surtout, je vais essayer d'aller suffisamment quand même dans le niveau de détail pour vous montrer le niveau de détail dont vous avez besoin d'avoir également si vous avez un portefeuille ou que vous envisagez d'en construire. D'accord? Il ne faut vraiment pas réagir face au marché. Il faut avoir un plan. Il vaut mieux... La seule réaction que vous pouvez avoir par rapport au marché, c'est un stop loss. C'est juste de dire, si vous vous êtes planté et que vous êtes vraiment pris au dépourvu, la seule façon que vous allez avoir de réagir à ce qui se passe, ce sera malgré vous le déclenchement d'un stop loss. D'accord? Mais sinon, normalement, vous devez plus ou moins avoir raison, ou en tout cas être pas trop loin du scénario. Donc, mis à part des réajustements et des gestions du risque, normalement, si vous faites bien votre taf, vous devez avoir le bon plan. Bref, voici mon plan à moyen terme. Donc, si je fais cette émission aujourd'hui, c'est parce que là, j'entame très activement, au courant de cette semaine, la semaine prochaine, on va dire, et les semaines prochaines, un réajustement global de portefeuille. Donc, là, je touche à mes positions de moyen terme. Et je vais donc essayer de vous expliquer dans quelle logique, dans quelle mesure et dans quel objectif à moyen terme. Et je vais essayer de vous donner les prochains mouvements que j'envisage derrière, même si bien entendu, comme je vous l'ai dit là, ce sera soumis à l'atterrissage dans certaines zones de prix que je vais essayer de vous donner, etc., etc. Et puis il faut que ça se passe à peu près comme prévu entre-temps, ce qui n'est généralement pas la pure réalité. Voilà, donc... C'est parti. On va traiter l'ensemble des marchés, que ce soit les marchés obligataires, donc l'ensemble des marchés de taux, que ce soit la dette d'État ou la dette d'entreprise. On va parler des marchés monétaires, on va parler de la volatilité, on va parler des commodities principales, que ce soit WTI ou d'autres trucs. Je prendrai l'exemple de ceux que moi je trade en portefeuille, etc. Si j'ai le temps, j'extrapolerai sur le reste. Les positions indicielles, les cryptos, l'or, l'argent... les altcoins majeurs, est-ce que je prendrai des altcoins mineurs, est-ce que je vais tester tel ou tel secteur d'activité des cryptos, type privacy coin, CBDC, etc. On va parler un petit peu de tout ça. Je vais parler aussi des grands secteurs d'actions que j'ai en portefeuille, des différents, on va dire, secteurs d'investissement, qui j'envisage de TP bientôt, qui je vais carrément shorter, etc. Donc voilà, on va parler un petit peu de tout ça. Et donc des différentes prospectives principales. Donc toujours celle que moi je favorise et la prospective en opposition, d'accord, qu'il faudra donc mesurer en gestion du risque. Quelle est la part relative de probabilité que votre scénario se déclenche plus que son scénario opposé, et quels sont les éléments factuels qui fait que
vous avez objectivement en face de vous un choix contrariant, c'est-à-dire le marché a pris l'autre décision. Quels sont concrètement les éléments qui vont le confirmer pour déclencher l'invalidation de votre scénario si vous vous êtes planté. Voilà. Donc, gros programme, je ne vais pas vous mentir, je pense qu'on est parti pour au moins une bonne grosse demi-heure, et ça c'est si j'ai pas la langue bien pendue. Donc ne perdons pas de temps. Je pense qu'on va commencer par, d'un point de vue global, le S&P 500 et donc la thématique que j'envisage à moyen terme. Donc je vous ai mis sur Twitter là dernièrement parce qu'il me semble que c'est... Voilà. Donc le S&P 500, j'ai arrêté de faire tout type d'analyse graphique parce que bon, de toute façon en soi, le S&P 500, il n'y a plus aucune logique. Mais si j'enregistre cette émission aujourd'hui, c'est pour une raison bien particulière parce que je sens bien que le vent est en train de changer. J'ai quand même pas mal de confrères qui tradent également et on a assez souvent au téléphone et en ce moment on est plus ou moins tous d'accord pour dire qu'on va se manger un tapering et que ça va changer quand même pas mal de choses dans le marché. La question c'est juste quand, et par rapport aux différents coups de fil que j'ai pu passer, on est plus ou moins tous d'accord, mais on ne sait pas trop si ça va être une annonce cachée, masquée à Jackson Hole, ou carrément donc dans les minutes de la prochaine réunion de politique monétaire, où on verra le dot plot qui va... voilà, soit carrément dès septembre il nous l'annonce. C'est-à-dire que soit en septembre on va avoir probablement un dot plot très significativement orienté qui laissera penser que comme il prévoit la hausse de taux début 2022, on aura le tapering, mais au final on n'aura jamais la hausse de taux. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, sinon on y passera 3 heures, mais grosso merdo, par rapport aux autres professionnels avec qui je discute, on s'accorde à peu près tous pour dire qu'il n'y aura jamais de hausse de taux, ou alors peut-être un 0,25 point de base, histoire de faire chier le monde. Par contre, on va avoir un tapering. Là où on n'est pas tous d'accord, c'est sur l'agressivité de ce tapering. Certains pensent qu'on va juste réduire de 30 milliards, c'est-à-dire passer de 120 à 90. D'autres me disent non, ils vont envoyer un gros message, on va passer à 60. Et certains disent non, il n'y aura jamais de tapering. Donc moi, je partirai ici toujours d'un demi-flow. Je vais essayer de prendre la globale. Je dirais, je m'attends à ce qu'on réduise le tapering. Enfin, on va dire qu'on réduise les montants mensuels de rachat. On va dire de 120 à 90, 100. Voilà. Mais qu'on commence à amorcer. Je m'attends à ce que la Fed ne donne absolument aucune roadmap devant, parce que sinon, ça ferait paniquer les marchés. Donc, on va maintenir le statu quo, pas de visibilité, navigation à vue, etc. Donc, à mon avis, le narratif risque de rester autour de on ajuste la politique monétaire en fonction d'eux, on commence à réduire la plage des actifs parce qu'il y a quand même des pressions inflationnistes et que ça fait quand même partie de notre mandat quand même. Ils ne peuvent pas fermer les yeux, c'est quand même hallucinant de les voir avoir ce discours depuis plusieurs semaines, voire mois. Mais à mon avis, on arrive au bout. Voilà. L'autre grande thématique que j'exploite personnellement dans le changement global de politique monétaire, et c'est quand même, à mon avis, un des principaux facteurs qui devrait déclencher un des gros swings dont on parle, puisque là, ce dont je vous parle, c'est donc pas du trading à court terme, mais bien de comprendre que, à mon avis, là, on est en train de se projeter, horizon quelques semaines, on va dire la rentrée, vers un des swings majeurs de cette année. Je vous avais dit qu'on aurait probablement que 2 swings en 2021, un swing vendeur, un swing acheteur. Je pense que le swing vendeur, il arrive, et que le swing acheteur devrait peut-être même pas trop tarder derrière, au cas où on ait un accident, c'est-à-dire une baisse de prix assez volatile. Tout ça parce que, comme d'hab, on est dans un paradigme aujourd'hui dans lequel, de toute façon, c'est plus des marchés libres d'échange, mais on est dans des marchés complètement administrés et complètement stratosphériquement débiles, orienté autour des décisions de la Fed. Autrement dit, la seule chose qui intéresse aujourd'hui, c'est la quantité de flux monétaires qui vont arriver dans les marchés actions et le fait que la Fed ait complètement fait un entonnoir de liquidité vers les actions et les actifs risqués. Donc les actions ont performé de ouf, etc. parce que plus la Fed imprime, plus on sait que l'argent va immédiatement dans les marchés actions. Et le problème, c'est que dans les dernières années, ça a clairement permis de relancer la croissance, d'accord, de forcer, entre guillemets, un peu la main des banques au prêt et à l'investissement dans l'économie réelle. Le problème, c'est que on a aussi vu derrière qu'une fois que la croissance elle a plafonné, c'est-à-dire que malgré les milliards et les milliards qu'on filait, on n'arrivait plus à obtenir des niveaux de croissance satisfaisants. C'était, je vous rappelle, toute l'époque 2016, etc., les ralentissements de la croissance, les premiers ralentissements, etc., la Chine qui ralentit, tout ça, ça a fait flipper le monde. Ensuite, on a eu donc la phase 2017-2019 avec toute la surchauffe de l'économie américaine dopée par les plans fiscaux de Donald Trump, qui n'avait aucun timing en fin de cycle. C'était la pire des conneries de faire ça, mais bon, voilà. Donc derrière, la volatilité, la Fed qui est obligée
de compenser les conneries spéculatives de Trump. Donc évidemment, la Fed qui est obligée de rester accommodante dans une fin de cycle, c'est-à-dire que normalement ici, on aurait dû freiner un petit peu l'investissement pour favoriser l'investissement qualitatif. Et au lieu de ça, non, on se retrouve donc aujourd'hui avec des meme stocks, des gens qui traitent n'importe comment, tout le monde qui trade sur les produits dérivés, c'est une horreur. Enfin bon, voilà. Donc c'est quand même un petit peu flippant quand même, mais ça fonctionne toujours. L'autre truc hyper important dont on doit parler sur le fonds cosmologique, c'est un truc que je vous avais partagé sur Twitter. Attendez que je me retrouve ce truc. Voilà, c'était ça. Donc bien de comprendre que pourquoi la Fed est obligée d'agir dans les prochains mois, parce que ça. Donc je vais pas rentrer trop dans le détail, d'accord, mais entre guillemets, vous avez un mécanisme qui est pas trop compliqué à comprendre, qui est que donc la Fed, elle intervient sur les marchés de deux façons. Elle apporte la liquidité et elle la récupère pour que l'argent circule bien. Autrement dit, le QE, c'est je rachète tous vos titres de dette et je vous donne du pognon. Comme ça, vous pouvez avoir de l'argent frais pour investir, pour prêter, etc. Ok, donc je récupère tous vos actifs qui n'ont aucun risque, d'accord, les dettes d'État sont les actifs les moins risqués. Donc je récupère tout ce que vous avez qui n'a pas de risque et je vous donne de l'argent pour prendre des risques. Voilà, entre guillemets, ce qui se passe. Derrière, quand il y a de l'argent, cet argent est investi, etc. Puis quand il y a trop d'argent, c'est-à-dire chaque mois la Fed rachète au moins 120 milliards de titres de dette, et donc injecte 120 milliards dans les bilans des banques qui peuvent en faire ce qu'elles veulent, d'accord, elles financent l'économie réelle, elles font des prêts, etc., etc. Ça veut dire quoi, cette courbe bleue? Ça, c'est ce qu'on appelle le repurchase agreement, reverse repo. C'est-à-dire que ça, c'est l'effet collatéral de retour, c'est-à-dire les banques refilent de l'argent à la banque centrale, ok, contre un taux d'intérêt. C'est-à-dire, j'ai trop d'argent dans mon compte, j'ai pas de débouché pour l'investir, donc je vais pas garder l'argent sur le compte avec un processus inflationniste, je le redépose à la Fed contre un taux d'intérêt. Ça, c'est des opérations de court terme, hein, c'est-à-dire que quand il y a rachat d'un titre de dette par la Banque centrale, c'est des échéances très très longues et souvent même c'est des rachats sans date. Là, on est vraiment sur des opérations à court terme, il y a des repos 1 jour, 7 jours, 14 et 30 jours si ma mémoire est bonne. Donc on reste quand même sur des opérations de plus court terme. On va dire, on appelle ça en fait le parking à liquidité, en fait, si vous voulez, le marché repo. Donc, il y a deux composantes de ce marché, d'accord. Il y a le reverse repo, c'est-à-dire justement, je prends ton cash, ok, et je te donne de l'argent, enfin je te donne un taux d'intérêt ou des actifs qui génèrent un taux d'intérêt, et le repurchase agreement qui est donne-moi des choses, d'accord, donne-moi des actifs et je te donne de l'argent, ok. Donc vous avez trois instruments, d'accord, le QE, le repo et le reverse repo. D'accord, deux qui permettent d'obtenir de la liquidité, le QE et le repo, et le reverse repo qui permet de parquer cette liquidité. Donc maintenant que vous avez une compréhension de base, ça, à votre avis, c'est quoi? Ça, c'est justement le marché a besoin d'argent. Ça veut dire manque de liquidité égale risque de crédit. D'accord, ça veut généralement dire qu'il y a des collatéraux qui demandent des effets de marge. Bref, il faut amener de l'argent pour pouvoir tenir les positions ouvertes. Ça, c'était justement la surchauffe globale de l'économie en 2019, ce qui personnellement m'avait amené à shorter le marché avant le Covid, parce que c'était quand même extrêmement flippant de voir ces montants. Là, le pic, évidemment, c'est le Covid, c'est-à-dire c'est la vraie crise de liquidité, on est pris par un Black Swan et on est un peu forcé de réagir. Et puis derrière, très rapidement, on voit que le marché apporte suffisamment de liquidité. Sous quelle forme, à votre avis? Pourquoi le repo ici s'est effondré? Parce qu'on a inondé le marché avec du QE, donc il n'y avait plus besoin d'avoir affaire à des opérations de court terme via le repo. Donc le repo s'anéantit complètement. Ça traduit une chose, que déjà d'une, le risque de crédit, ça va. On a eu un risque de crédit, mais franchement, ça s'est bien goupillé. Donc, à mon avis, l'explosion de la bulle de crédit, certains en parlent. Moi, perso, je ne vois pas ce risque avant au moins 1 à 2 ans de plus. En tout cas, il faut surveiller les opérations de repos. Si on voyait comme ça, là, du jour au lendemain, le repos remonter, là, ça ferait vraiment flipper les marchés. Donc ça pourrait être un Black Swan, mais la foudre tape rarement 2 fois au même endroit. Donc moi, perso, je pense que le repo, il n'y a pas trop de risque à court terme. Mais on ne va pas non plus dire risque zéro. Moi, ce qui m'interpelle, c'est ça. C'est surtout de dire, donc ça c'est l'autre partie de la courbe, c'est le montant des reverse repos, c'est-à-dire le montant des liquidités qui sont déposées à la banque centrale contre un taux d'intérêt. Là franchement, c'est flippant. Ça veut dire une chose, il y a trop de pognon qui circule dans les banques et elles ne savent plus quoi en faire. Donc là, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les montants de QE en cours ne servent plus à rien. Ils ne financent plus du tout aucun investissement, ni aucun nouveau crédit, etc. Il y a trop d'argent. Là, le pognon qui est imprimé chaque mois en rachetant tous les titres de dette, c'est quoi? C'est de la thune qui finit dans le bilan des banques, qui savent plus quoi en foutre tellement qu'elles le refoutent à la banque centrale pour obtenir un petit taux d'intérêt. Donc là,
Ça veut dire tapering, les gars. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est un mécanisme qui s'est insidieusement mis en place depuis 2 à 3 mois, pendant tout l'été. Personne n'a rien vu, parce que c'est l'été, c'est les vacances, faible volume. Je vous le matraque depuis déjà plusieurs semaines. Le tapering arrive. Je ne sais pas comment il y a des gars qui arrivent à se niquer le cerveau, à s'imaginer que la Fed ne le fera pas parce qu'elle risque de faire baisser les marchés. C'est trop tard, les gars. Ça veut dire tapering qui arrive. Soit en septembre, soit en octobre, ou pire, ça va même arriver au milieu, etc. Donc on fait gaffe, d'accord ? Normalement, on ne va pas statuer sur une intervention non planifiée de la Banque centrale parce qu'ils ont envoyé un message pour dire « on vous prévient droit », mais ça fait des mois qu'ils nous préviennent. D'accord ? Les dernières discussions entre les membres de la Fed, c'est clairement, on commence à discuter de tapering, il n'y a pas encore d'annonce et il n'y a pas de consensus. Mais rassurez-vous, quand le consensus arrive, vous aurez l'annonce tout de suite. Hein. Donc voilà. Ils ne feront pas, bon, on s'est mis d'accord, on commencera le mois prochain. Non, ça va être, on s'est mis... Alors oui, le meilleur des cas, ça va être, on commence justement en octobre. Mais rassurez-vous, hein, le marché, dès qu'il a l'information, il va tout de suite le prendre en compte. Donc faites gaffe, en ce moment, on traverse une période où le tapering, c'est pas juste un mythe, ça arrive. Voilà. Donc ça, il va vraiment falloir vous recaler là-dessus parce que je vois nombre d'opérateurs de marché qui manquent, à mon avis, un peu d'expérience et de compréhension des mécanismes financiers et qui s'imaginent que de toute façon la Fed peut rien faire, sinon elle va écrouler le marché. Elle va rien écrouler du tout, d'accord ? Justement, la Fed, ce que vous aviez en face des yeux, ça montre que les banques ont extrêmement de liquidités, elles ont juste plus envie d'acheter les prix actuels. Donc la hausse des marchés actions, à mon avis, c'est plus vraiment d'actualité. Et ça m'étonnerait que la smart money achète un sommet hein, avec cette liquidité. Enfin bon, on peut toujours rester ouvert d'esprit. Là, on va dire l'autre option, ce serait justement ces liquidités excédentaires, ne sachant où aller, vont aller dans le marché action. Mais là, attention, hein, là, on va se péter une grosse bulasse de connards. Hein. Enfin, on est déjà dans le cycle de hausse boursier le plus rapide jamais connu de toute l'histoire. Hein. Donc, bon, on peut toujours accélérer, à chercher à faire des records à travers les records de vitesse. Bon, il y a bien un moment donné où, comme je vous dis, il faut quand même regarder les datas et dire, là, la liquidité QE ne sert aujourd'hui plus à rien. Elle relancera pas la croissance, ça c'est sûr. Elle va pas créer plus d'emplois parce que on est probablement sur un chômage structurel. Et la thématique, à mon avis, des prochaines semaines, c'est justement le rebasculement du narratif financier hors de la Fed. D'accord ? La Fed va probablement envoyer le message du tapering et derrière, elle nous donnera probablement pas le rythme de ce ralentissement d'actifs. Mais comme on aura eu le premier domino qui tombe, on commencera déjà à anticiper les suivants. En gros, il y aura toujours quand même un narratif autour de la Fed. Mais à mon avis, l'attention exacerbée qu'on a construit autour de la Fed depuis les années 2016, d'accord, c'est de dire aujourd'hui, on réagit même plus, on se pose plus la question des valorisations, des machins, les ratios EBITDA, les PE, tout ça, mais on s'en fout, non, parce qu'il y a tellement d'argent qui arrive que de toute façon, c'est le nouveau paradigme, etc. Donc faites gaffe, un paradigme, hein, c'est quand on projette un truc qui n'a aucune durabilité, mais qu'on considère comme un état de fait. Donc là, on est vraiment dans le paradigme, attention, je pense qu'on en sort là. Hein. Donc le message de la Fed, ça va être justement, probablement, nous on a fait notre travail, on peut plus faire mieux, sans créer de l'inflation, donc il va falloir qu'on passe le relais. C'est ça, à mon avis, qu'on va avoir comme discours à Jackson Hole, des messages envoyés directement vers le fait que la politique monétaire a fait ce qu'elle avait à faire pendant le cycle de croissance, post-crise de Covid et en recovery, ça va être de la relance budgétaire. Autrement dit, ils vont dire, maintenant nous on a fait ce qu'on a pu, on commence à avoir les effets secondaires négatifs de l'inflation, ce qui fait qu'on va devoir limiter notre action et on va devoir passer le relais au budget américain. Et ça va changer radicalement, à mon avis, le positionnement des portefeuilles. Et c'est en vue de ce changement-là que je construis toute ma politique de gestion sur la partie action, taux et valeurs, etc. Donc, moi, le paradigme que je prends, c'est que donc, le paradigme banque centrale va arriver à son paroxysme dans les prochains mois et que l'annonce du tapering fait que la plupart des professionnels vont probablement, et sont probablement d'ores et déjà, en train de réorienter les portefeuilles vers de la relance budgétaire et non plus de la relance monétaire. Par contre, attention, ça ne veut pas dire que la Fed va tout couper. Ça veut juste dire qu'on va amorcer la sortie et donc qu'on va commencer à changer le narratif au courant probablement des 2 à 3 prochains trimestres. Ça risque de prendre 6 mois à 1 an avant que les montants de QE soient relativement insignificatifs. Il y aura probablement toujours du QE. Hein. Attention, loin de moi l'idée de vous dire que le QE va s'arrêter. Mais entre 120 milliards et probablement une zone d'atterrissage plus proche de 30 milliards, ça reste quand même qu'on va squeezer 75% du pognon qui arrive aujourd'hui tous les mois dans le marché.
Comme on l'a vu, ça ne veut pas dire que le pognon ne peut pas arriver d'ailleurs. N'oubliez pas qu'il n'y a pas que ça comme mécanisme de la Fed. Il y a le repo et il y a surtout le narratif qui nous travaille depuis un bon moment, qui est qu'ils ont tout un tas d'outils. Donc ils peuvent nous inventer de nouveaux trucs, type je te rachète des actions, etc. Donc attention, mais la liquidité sous forme QE, c'est clair et net que ça va s'arrêter dans les prochains mois. En tout cas, le rythme des rachats va clairement changer. La question, c'est juste à quelle vitesse. Donc les portefeuilles de professionnels vont devoir se réajuster, basculer de relance monétaire vers relance budgétaire, ça veut dire changer le fusil d'épaule dans la composition des portefeuilles. Ça veut dire que les portefeuilles à risque, type valeur de croissance, grosse GAFA, tout ça, ça va être compliqué, parce que rappelez-vous, qui dit plan de relance dit dette, dit dépenses budgétaires, dit qu'il va falloir... Attention, le Congrès américain a quand même un plafond sur la dette. Bon, ils le font sauter depuis toujours. Mais ça veut aussi dire que pour faire passer un plan au Congrès, il va falloir le financer. Bon, alors vous l'avez vu, sur le dernier plan de relance, ils vont essayer de taper un peu sur les crypto-devises. On en parlera tout à l'heure de l'impact que ça pourrait avoir. Mais rappelez-vous d'une chose, qui c'est qui fait de l'argent aux US? C'est les grosses multinationales, les grosses GAFA. D'accord, elles pèsent plus de 30% du S&P 500, elles réalisent une partie astronomique du GDP américain. C'est là que se trouve le pognon, hein, d'accord? Donc, administration démocrate, ça va taper taxes des grosses entreprises et taxes des grosses fortunes, c'est sûr et certain pour le prochain plan de relance. Donc, celui-là, il est passé sans trop taper sur les riches et sans parler de taxes, mais rassurez-vous, le prochain plan de relance, ça va arriver avec cette idée-là, hein. Donc, ça, c'est des pressions sur les valeurs technologiques majeures, les Google, Facebook, enfin voilà, les FANG. Donc attention aux FANG, à mon avis, c'est probablement le bad trade à faire dans les prochaines semaines et les prochains mois. À mon avis, on risque d'avoir des replis assez significatifs sur ces valeurs, sans que pour autant elles soient complètement mortes, hein, d'accord ? Elles risquent d'être un peu massacrées dû à des effets psychologiques et des effets... un petit peu, comme je vous dis, le changement de paradigme, ça va causer des réactions probablement assez stupides et épidermiques. Et on en a parlé aussi avec pas mal d'autres collègues. On est plutôt d'accord pour dire qu'effectivement, certaines valeurs peuvent être assez irrationnellement vendues, ce qui veut donc dire que ça peut être de très belles opportunités. Donc moi, prochain trimestre, j'envisage clairement de me repositionner sur des Apple, Amazon, Google, Facebook, peut-être pas Facebook, mais on va dire toutes ces grosses-là. Oui, elles vont probablement se faire matraquer assez fortement. Donc j'attends des baisses de prix assez significatives avant de les acheter. Mais elles m'intéressent clairement dans les prochaines années pour une constitution de portefeuille. Maintenant, clairement pas aujourd'hui. Hein. Acheter des sommets sur ces valeurs-là, il faut avoir le cigare. Voilà, c'est pas possible. Donc plutôt délaisser les valeurs techno. Moi, vous le savez, Apple, c'est plutôt même une valeur que je vends pour l'instant et que j'envisage de renforcer à la vente. Les autres, j'ai juste pas les couilles de vendre Google et Amazon, elles sont complètement paraboliques pour l'instant. Apple se stabilise, donc moi les ranges dans les bulles, ça m'invite à vendre, mais voilà, évidemment, si on sortait par le haut de la zone actuelle d'Apple, j'invalide, etc. Voilà, donc j'envisage des couvertures sur les valeurs technologiques, donc si vous les possédez fortement en portefeuille, donc ce qui moi n'est pas mon cas, putain, faut TP, hein, voilà. Donc il faut clairement récupérer des gains sur ces grosses boîtes-là, les racheter sur des supports. Si vous n'en avez pas, ne surtout pas les vendre à découvert, c'est réservé aux expérimentés, essayez plutôt dans ce cas-là de vous positionner vers des supports. Je prends Apple comme exemple, mais clairement pour moi là, selon la structure de prix, on a une structure de distrib, donc je verrais bien une baisse en 2 temps, assez profonde, mais vers du 80$, ça se rachète, avec un premier petit achat spéculatif possible à mon avis, vers la zone des 100-110, même si celui-là, j'y mettrai pas beaucoup de capital et je ne serai pas non plus très gourmand sur la profondeur des retracements à suivre. Mais bon, je dirais sous 120 minimum, proche de 110. Moi, je traiterai toujours proche des niveaux FIBO, hein, donc ce qui m'intéresserait, c'est vraiment la zone 105-110, disons de vision large 115-100. C'est un peu la zone dans laquelle un premier petit achat éventuellement Apple. C'est surtout qu'ici je vais couper une partie des ventes, hein. Voilà, c'est plutôt ça, c'est que je vais plutôt récupérer mes ventes ici, reprendre probablement une deuxième série de ventes et ici récupérer tous les profits des ventes pour m'investir gratuitement sur cette valeur. J'envisage absolument pas que Apple produise des gains stratosphériques dans les prochaines années, hein. Si vous vous dites ça va faire ça et puis après tout de moon on va à 600, non, hein. Pour moi, ces valeurs-là, elles vont être sous énorme pression dans les prochaines années, que ce soit réglementaire ou antitrust, enfin que ce soit taxation ou antitrust. Donc attention, pour moi, Apple, le mieux qu'on puisse espérer derrière, ce sera de rester dans le range pendant, à mon avis, quelques années. Donc, naviguer, achat du bas de range, take profit dans la partie haute, terminé. Hein. Attention, pas de to the moon sur Apple. Voilà mon scénario perso des prochaines années sur les valeurs technologiques. Mais par contre, de bien comprendre que si on se dirige sur ce scénario-là, donc un changement de paradigme hors de la politique monétaire, plus sur la relance budgétaire,
Donc, quitter nos petites jumelles centrées sur l'anus de la Fed pour aller regarder ce qui se passe un peu du côté du trou de balle de Joe Biden. Mais c'est plutôt un peu ce type-là de mécanisme qu'à mon avis, les smart money managers vont faire dans les prochaines années. Ils risquent de délaisser un petit peu ces valeurs-là, mais de les soutenir sur des supports. Voilà le message. Derrière, si on se dirige bien dans le marché dans lequel je pense qu'on va, moi je prends toujours ce pari de la stagflation, c'est-à-dire que passe à ce marché, on a un chômage structurel proche des 10%, mais le vrai chômage, hein, pas le chômage de merde faussé, d'accord? Donc le vrai chômage actuel des États-Unis, il est à 8,5 si ma mémoire est bonne, et je pense qu'on va se stabiliser dans cette zone, c'est-à-dire on aura du mal à passer sous les 8 et on laissera jamais passer au-dessus de 10 grâce au plan de relance, hein, c'est-à-dire que dès qu'on se rapprochera des 9-10, bam, l'État américain va nous prendre un petit plan de relance pour essayer de créer des emplois temporairement. Donc, un État arbitré, à mon avis, donc par des plans de relance, donc centré sur le trou de balle de quand est-ce que l'État va nous pondre un nouveau machin pour savoir dans quel secteur ce pognon va aller, etc. On a une administration pour l'instant démocrate qui tend effectivement à essayer d'orienter les flux vers les nouvelles énergies, etc. Donc, évidemment, c'est des secteurs qui, à mon avis, vont être à privilégier. Il y a un deuxième secteur qui, à mon avis, risque d'émerger dans les prochains plans de relance. Ça risque d'être de favoriser la refonte du système de santé américain. Donc attention, à mon avis, il va y avoir pas mal d'argent qui risque de partir dans le système de santé. Ça pourrait être un trade assez intéressant à voir là-dessus. Moi, parmi les trades que je favorise hors de ces plans de relance, c'est-à-dire je vais m'adapter en fonction des flux, hein, tout comme aujourd'hui on s'adaptait par rapport à est-ce que la Fed augmente, ralentit le bouton des rachats. Donc je pense que là on va amorcer le ralentissement, donc on va commencer à détourner le regard et regarder l'État américain. Mais donc bien de se dire, moi là je serai réactif, c'est-à-dire je ne sais pas exactement où ils vont dépenser le pognon, mais comme là on a eu la partie infrastructurelle, d'accord, les routes, les ponts, les machins, je pense que derrière on va se taper un petit coup sur le healthcare pour essayer de redynamiser un petit peu et surtout de sécuriser l'accès médical de ces 10% de chômeurs qui sont non couverts, etc. Donc je pense que ça c'est le prochain bill, entre guillemets, qui devrait arriver. Donc c'est vrai que j'aime bien le secteur un petit peu, soit des pharma, et tout ça, ça va m'intéresser à acheter dans la prochaine baisse. J'ai déjà un investissement moyen terme en cours sur les biotech. Là, c'est pour rechercher des petits îlots de croissance, et c'est la deuxième thématique dont on va parler, d'accord, d'un point de vue action, à mon avis, dans un marché stagflationniste. Donc, comme on l'a dit, ça favorise pas du tout les valeurs technologiques, et ça crée des petits îlots de croissance qui seront, à mon avis, très orientés par les flux dirigés de l'État américain. Donc, bien suivre tout ce qui va être politique, etc. Mais il faut bien être conscient que vous ne pourrez pas attendre les annonces officielles. C'est un peu tout le problème du gouvernement, c'est qu'il y a plein de fuites, il y a plein d'insiders et de délits d'initiés, etc. Donc le problème, c'est qu'il va falloir regarder les prix, à mon avis, pour voir quels sont les secteurs qui sont spéculés par les initiés, pour essayer de savoir, entre guillemets, ce qui se trame dans les couloirs de la Maison-Blanche avant même de le savoir. Moi, je dis toujours, les prix ne mentent jamais et les professionnels anticipent. Donc, voilà, je vais essayer de chercher des formes avancées de spéculation qui m'inviteront à penser que la prochaine bill est plutôt sur ceci, cela. Attendre évidemment que l'annonce sorte, ce qui normalement causera la validation, les breakouts, etc. Mais voilà un petit peu ces trucs-là. Donc essayez de piloter par de la recherche spéculative les différents secteurs. Je vous ai donné mon prochain secteur qui sera plutôt basé healthcare, mais plutôt sur des pharma. Mais elles sont tellement chères aujourd'hui là à cause du délire Covid que je vais attendre qu'elles se prennent une mandale avant de me repositionner dessus. Et voilà. Tout ce qui est investissement biotech, type vieillissement, etc., me semble être des thématiques qui vont porter de la croissance dans les prochaines années à un moment donné. Je ne sais pas du tout quand, donc c'est plutôt des buy and hold. L'autre thématique que j'ai buy and hold et que je garde pour l'instant, c'est la thématique jeux vidéo. Donc pareil, ces thématiques-là, je ne les touche pas parce que j'ai aucune idée de leur déclenchement, mais c'est de dire si d'un coup, pouf, ces thématiques se déclenchent, que mes valeurs en portefeuille explosent, etc., évidemment, je pense qu'on aura des îlots de croissance de court terme. Donc là, c'est là où il faudra être proactif. Si je vois des valorisations qui explose dans un des secteurs que je possède, très vite renforcer sur les breakouts, etc. Mais surtout pas oublier la case prise de profit rapide. Je doute qu'on ait réellement des îlots de croissance qui durent plus de 6 mois à 12 mois. Donc on va dire 2-3 trimestres de croissance, et puis très rapidement les rythmes de croissance se ralentissent, on va dire les niches de croissance saturent très rapidement par un excès de concurrence à mon avis. Mais voilà un peu la thématique que je traite. Donc essayez d'être rapide dans ces investissements, pas trop laisser traîner. Mais par contre, si vous attendez les breakouts pour vous positionner, vous aurez probablement raté les 3 quarts des mouvements.
je m'attends surtout, hein, pour ceux qui connaissent ma stratégie, sur des mouvements de type vague 5 étendu, c'est-à-dire d'essayer de chercher les prémices de spéculation sur des structures type overlap avec des petites accumulations et de me dire, normalement, quand ça break, boum, ça fait de la vague 5 étendue, tout le monde se chauffe la bite, et évidemment, les conos achètent le sommet de marché, là où il faut récupérer ses profits, laisser le marché retracer, etc., et puis racheter éventuellement les supports. Donc voilà un petit peu la théorie, ne surtout pas vous laisser emballer dans les mouvements haussiers, donc je vous dis, il vaut mieux prendre du risque sur de l'anticipation, sur des structures très lentes, donc moi c'est vraiment ça que je recherche actuellement dans mes biotech et tout ça, toutes celles qui peuvent commencer à tenir des overlaps, même chose pour les structures gaming qui sont un peu vendues. Donc ça fait partie des choses à surveiller dans les actions. Au-delà de ça, j'ai toujours un fonds cosmologique de portefeuille sur des valeurs plus refuges, c'est-à-dire non pas en recherche de secteur de croissance, mais plutôt sur des biens de consommation de première nécessité, type logement. Donc je recherche quelques valeurs immobilières. Ma principale pour l'instant, c'est Clépierre, que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup la façon dont cette boîte est gérée. Maintenant, après, voilà, je me trompe peut-être. Mais voilà, j'ai pas encore les capacités financières de faire de l'investissement locatif ou des trucs comme ça, parce que ça serait associé à du crédit, et je vous dis, on a quand même une bulle de crédit, donc aujourd'hui, s'endetter sur 20 ans, je suis pas trop chaud. Mais ça peut être une bonne option si c'est pas fait avec trop de levier, et si vous avez évidemment un taux d'intérêt fixe, hein, faut surtout pas avoir un taux variable avec des risques de crédit, mais on va dire un taux bas fixe et pas trop d'effet de levier sur votre capital pour faire un peu d'investissement locatif, ça me paraît être une pas trop mauvaise idée. Tout le reste, moi c'est pareil, je parie pas trop sur la partie distribution alimentaire, mais ça peut être un très bon secteur pour parquer une partie de son cash sans trop de risques. Ça procurera pas des rendements de cochon, hein. Je vais être très honnête avec vous, je pense que dans les 3 prochaines années, les rendements boursiers globalisés vont retomber de l'ordre de 5% par an. On était à 15-20 hein, ces dernières années, ça, vous allez voir, ça va faire tout drôle hein, quand la croissance va plafonner. Un stagflation, c'est vraiment croissance faible, inflation assez élevée, hein, donc largement au-dessus de 2%, mais pas du tout les délires hyper inflationnistes de certains là. C'est juste ça, hein, c'est une inflation plus élevée que la croissance, pas une inflation pernicieuse, c'est-à-dire c'est pas un processus inflationniste, c'est bien comme nous dit J.J. Powell, une inflation transitoire, d'accord? C'est juste de dire que il y aura des pics d'inflation par palier, mais par contre le processus inflationniste sera là, c'est-à-dire qu'on va avoir des pics. Voilà, d'un coup on a un pic, puis un autre pic, et c'est surtout à mon avis que les différents secteurs vont faire des pics successifs, c'est-à-dire de dire là on a eu effectivement une hausse assez significative sur les prix du pétrole, là d'un coup ça consolide, mais on va probablement avoir un autre truc qui va se mettre à monter, etc. Donc c'est plus de dire les prix dans l'ensemble resteront tous orientés à l'achat, mais on aura des pics, voilà, d'inflation centralisés sur différents secteurs, etc., etc. Voilà mon sentiment. Donc, inflation, chômage élevé, donc dépenses budgétaires élevées, qui causent une inflation rémanente de fonds, puisque donc pour entretenir une activité économique de base, c'est-à-dire pour soutenir ce peu de croissance qui existe et éviter que le chômage explose, il faudra des dépenses budgétaires croissantes qui ne feront qu'alimenter un fonds cosmologique inflationniste. Voilà, en gros, ce que j'attends. Donc, tout ce qui est valeur de croissance et technologique, vraiment attendre des replis assez significatifs, mais elles restent intéressantes à l'achat. Les valeurs défensives s'en sortent généralement pas trop bien, mais pas trop mal, pardon, mais cherchez des valeurs qui distribuent des coupons, d'accord? Et ne cherchez pas nécessairement une valorisation du capital, ok? Plus de comprendre que ce délire-là, des actions montent, etc. On verse plus de dividendes, mais on fait des rachats de titres et tout ça. Pareil, ça, à mon avis, ça va mourir avec le paradigme de la Fed. Donc, faites attention, mais plutôt chercher des valeurs avec coupons, pas trop volatiles, et voilà. Moi, celles qui m'intéressent particulièrement dans ce domaine-là, ce sont toutes les valeurs type réseau, les RWE, les Iliad, les Cisco, tous ces trucs-là me plaisent bien pour faire ce genre de trucs. Voilà. Bon, l'autre valeur chouchoute que je garderai de toute façon en portefeuille, ça reste ABC Arbitrage, parce que je m'attends à ce que justement on ait un marché assez volatile dans les prochaines années, un marché vraiment schizophrénique, donc un marché de professionnels, et pour moi ABC ça reste des très bons arbitreurs de marché, donc ça me paraît être une bonne valeur, pareil pour sécuriser du capital. Pas chercher du rendement, hein, ABC ça distribue des gros coupons, et c'est tout ce que je lui demande. Voilà. Pour la partie secteur action. Maintenant, toutes les autres parties, c'est-à-dire taux à 10 ans. Je reste clairement très orienté à la hausse sur ces taux. Par contre, attention, difficile de prévoir les timings. Je pense juste qu'on aura l'incapacité de rebaisser sous les 1,20, mais attention à pas dire c'est gagné tout de suite. Mais si on a bien le tapering, on doit voir très mécaniquement, assez rapidement, les taux remonter. Non pas dans l'anticipation des hausses de taux, d'accord, mais tout simplement dans l'anticipation
que, effectivement, on shift le paradigme de la politique monétaire vers de la relance budgétaire. C'est vraiment les mots que je vais rechercher de très près, moi personnellement, dans les discours à Jackson Hole. Essayez de voir la Fed envoyer des messages plus ou moins directs ou indirects vers l'État américain pour parler surtout, par exemple, à Madame Yellen, pour dire on a besoin du Trésor américain pour relancer le budget, financer des plans de relance, etc. Et arrêter d'être purement et simplement accroché à la botte de la Fed qui a atteint aujourd'hui ses limites. Voilà. Le dollar, toujours pour moi, donc plutôt orienté à la baisse, mais la question c'est celle du rythme. On est toujours dans ce range à plus court terme qui est bien mature, mais sur les UT hebdo-mensuels, la direction reste à moyen terme plutôt baissière, mais la question c'est quel rythme? Est-ce qu'on va avoir un rythme très soutenu comme on l'avait eu ici sur la phase de reprise de l'euro-dollar? Je suis plutôt favorable, mais attention, à mon avis, ce ne sera pas orchestré que autour du dollar. Je m'attends surtout à un repricing assez violent de l'USD-Yen et du GBP-USD, tout en restant orienté plutôt acheteur euro-dollar, bien entendu. Pour ma part, mon portefeuille est orienté dans ce sens-là. Donc pas de changement pour l'instant pour moi sur l'orientation du portefeuille, mais j'attends les bons timings pour renforcer mes positions euro-dollar et surtout rentrer sur mon pote GBP-USD que j'attends depuis un bon moment et que je vais vous montrer directement. Donc sur le GBP-USD, ce qui m'intéresse, c'est donc effectivement de voir ici le moment où on aura un retracement suffisant, d'accord, pour pouvoir attaquer le breakout GBP-USD en direction des 1,56 qui est ma prochaine zone à viser. Maintenant, avant de pouvoir breaker les 1,44, ça va prendre du temps. Je suis pas certain qu'on ait un amorçage immédiatement. Donc ça, c'est un truc que je surveille dans les prochaines années. J'aimerais bien mise en place du tapering, puis l'année prochaine ou en fin d'année prochaine, donc surveiller. En tout cas, si on devait avoir un sentiment assez volatile sur le dollar, j'attendrai des baisses un petit peu plus prononcées sur GBP-USD, mais dès que ça passe sous cette moyenne-là, ça m'intéresse clairement de jouer des achats de GBP en direction de la zone des 1,56, avec des stop-loss sous les Fibo 76 et sous les contextes acheteurs. Donc on va dire, plus ça baisse, plus ça m'intéresse pour les ratios risque-rendement. Donc c'est de dire, sur cette zone-là, j'ai un ratio risque-rendement de 1 pour 3, voire 4, donc c'est vraiment dans ces zones de prix que les rendements m'intéressent. Donc GBP-USD en surveillance. J'aimerais des baisses de prix pour avoir des ratios risque-rendement, mais voilà, aussi je suis conscient que je les aurai peut-être pas. Celui sur lequel je travaille très activement en ce moment, c'est l'USD JPY, parce que lui il me semble être sur des gros timings où justement on est carrément sous résistance et à mon avis ça va rejeter assez fort. Je vous rappelle qu'on a eu de très gros accidents nombreux dans le passé sur l'USD Yen, donc je reste ouvert au fait qu'un truc peut taper au milieu de nulle part sur l'USD Yen et nous propulser sur ma zone de TP moyen terme, qui est l'atterrissage sur ce contexte mensuel. Donc une fois qu'on arrive là, par contre, attention, hein, ici pour moi ça va être plutôt l'inverse, donc toujours pareil, des dégradations dollars, probablement assez significativement volatiles, surtout à mon avis sur la partie USD Yen. Et donc en breakout de cette zone-là, hein, pour moi, dès qu'on va basculer sous ces contextes, ça va faire très mal, puisqu'on sortira d'une zone de compression tellement longue que même moi, ma psychologie a failli flancher sur cet actif, surtout que je pensais qu'on en était sorti déjà. Donc voilà, hein, mais vous voyez, c'est vraiment le foutoir, parce qu'aujourd'hui, en fait, on est maintenu dans cette zone-là, où dès qu'on ressort d'ici, on réintègre cette ancienne trendline, et on valide donc la sortie baissière de ce truc-là pour un mouvement probablement assez tendanciel. Mais en attendant, on est remonté sur des niveaux tellement importants sur l'USD Yen que moi, personnellement, j'avais jamais imaginé qu'on aurait des rebonds aussi forts. Hein. Et vous le souvenez, quand on était encore à l'époque sur l'USD Yen, je pensais que mes objectifs seraient atteints et j'aurais jamais imaginé qu'on aurait un rebond aussi fort. Donc, prudence pour l'instant sur l'USD Yen, mais voilà, on est suracheté, toujours sur des zones très résistantes. La fin du cycle est en place. J'attends toujours le réamorçage hebdomadaire de ce marché pour m'y réexposer de manière un petit peu plus conséquente. Voilà, ça c'est pour les marchés des taux. Donc je reste sur les devises majeures. La seule devise cross qui m'intéresse, c'est toujours l'AUD-NZD, mais je vous en reparlerai pas aujourd'hui, puisque les positions sont en cours et que pour l'instant il n'y a toujours pas de confirmation. Donc restons sages. Sur les taux, on a fait. Maintenant, la partie gold et silver. J'ai toujours été clair, je privilégie pour l'instant la partie silver de mon portefeuille plus que le gold, parce que le ratio gold-silver me paraît complètement défavorable au silver, et qu'il me semble que le prix minimum aujourd'hui d'une once d'argent, ça devrait être au moins 30-31 $. Donc je pense que cette zone devrait être faite très rapidement, et c'est celle qui me procurera ma gestion du risque. C'est-à-dire qu'une fois arrivé ici, je mets mes achats à break-even, et je me laisse porter, c'est-à-dire que si je me trompe sur les métaux précieux, je me ferai stopper, sans perte, et je retenterai des achats sur la zone des 20. Par contre, si ça passe derrière,
derrière, je suis très très ambitieux parce que je pense que l'once d'or va rapidement plafonner, mais je pense que l'once d'argent a énormément à rattraper, et notamment sur les UT mensuels, puisque on voyait bien qu'on travaille une zone de troisième borne, et je pense que l'argent a une forte capacité à tout simplement tout niquer. Voilà, je vais être honnête avec vous. Donc je travaillerai clairement avec beaucoup de précaution la zone de tout ce qui se trouve au-dessus de 33 jusqu'à 40, parce qu'ici on aura un risque de troisième borne assez flagrant sur les niveaux Fibo 76. Mais si cette zone passe au-dessus, c'est to the moon pour l'once d'argent. J'en reste quand même assez pessimiste là-dessus, c'est-à-dire que je resterai ouvert à ce truc-là, mais il y aura clairement une gestion du risque avec des récupérations de profit. Maintenant, tirer l'once d'argent de 23 à 35, ça fait un joli gain, donc là encore, pas de nécessité d'utiliser de l'effet de levier. J'achète de l'argent physique et non pas de l'argent papier, etc., etc. Enfin, je fais une partie physique, une partie papier. Voilà un peu le deal. WTI, gros morceau. Donc là, le WTI commence à renvoyer des signaux de baisse par ces petites cassures de points bas mensuels. Dans un momentum suracheté, sous des résistances, etc. Alors attention, c'est vrai qu'un marché comme ça, qui est suracheté, il aime bien franchir la résistance, donc je ne serais pas contre l'idée qu'on ait une remontée pour aller taper du 80$, mais je reste quand même très dubitatif aussi sur cette volonté, parce que tout le monde en parle et que ça me gêne considérablement. Moi, je ne vous le cache pas, j'ai l'impression que cette trendline, on va revenir grinder le long de ce truc-là pendant très longtemps, c'est-à-dire qu'il n'y aura probablement pas de baisse significative sur le WTI, mais je serais clairement pas surpris qu'en UT hebdo-mensuel, on revienne taper un support sur la zone des 50. C'est une zone historique de support assez intéressant, d'accord? Vous voyez que c'est vraiment une zone de polarité. Hein, donc je m'attends théoriquement à ce que le WTI soit chiant, mais moi ce qui va m'intéresser c'est de l'acheter donc sur des UT hebdomadaires sous la moyenne. C'est-à-dire que dès qu'on vient pricer sous cette moyenne, c'est là où moi je vais me positionner en achat sur le WTI. Cette année j'ai commis l'énorme connerie de me positionner vendeur alors que mon plan de cette année était d'acheter le WTI, mais j'ai voulu faire le petit malin, c'est-à-dire je vends pour racheter, hein, j'ai voulu vendre à découvert pour racheter ma position. J'ai été bien emmerdé parce que je tire des putains de cadavres depuis la zone des 60$ sur le WTI, et voilà. Donc pour l'instant, très mauvaise opération pour moi cette année sur le WTI. Je vais me recadrer sur le plan initial qui est clairement pour l'instant essayer de récupérer un petit gain si j'y arrive et essayer d'investir ça à l'achat dès qu'on bascule sous la moyenne. Le VIX, la volatilité, clairement ici c'est là qu'il y a le plus gros point d'interrogation sur la gestion. Moi, il me semble que cette zone des 17, on va faire une hausse assez surprenante sur les UT hebdomadaires. Donc, j'entrevois toujours qu'horizon la fin de l'année ou peut-être le début de l'année prochaine, mais surtout, je pense, si on a des annonces, que ce soit Jackson Hole ou plus tard, je pense qu'on ira chercher la zone des 50-60. La question, c'est comment? Est-ce qu'on va réussir à construire la baisse, c'est-à-dire une reprise haussière de la volatilité avec un pic de volatilité dans les 50-60, ou pire que tout, hein, vraiment une hausse de volatilité hors de contrôle parce que le marché fait le vilain bébé qui pleure au supermarché le jour où la Fed envoie le signal de tapering. Hein. Ce qui est, encore une fois, comme je l'ai dit, tout à fait possible parce qu'on vit dans un marché aujourd'hui qui est sous l'emprise de paradigmes et un marché qui est très psychologique et dont la psychologie peut assez rapidement flancher. Je vous note que quand même ça fait 3 plombes qu'on est en train de squeezer et qu'à chaque fois qu'on a fait ça sur les UT hebdomadaires, ça s'est généralement mal fini derrière. Donc attention, franchement, avec ce narratif de la volatilité restera basse parce que la Fed va piloter, elle va essayer de brosser le marché dans le sens du poil. Je pense encore une fois que c'est ignorer les signaux qu'on voit sur le marché du repo et qui nous laisse clairement à penser que les liquidités excédentaires, la Fed les voit aussi et qu'elle comprend donc aujourd'hui que la seule chose qu'elle crée, c'est de l'inflation, qu'elle n'arrivera plus à créer de nouveaux emplois et que son narratif, tout simplement, ne tient plus et n'est plus crédible. Donc la Fed, si elle veut rester crédible auprès des institutionnels, elle va devoir lancer le tapering parce que c'est comme ça. Voilà. Ceci dit, on avance. Donc les indices, qu'est-ce que ça va nous donner? Ben, normalement, mis à part réaction épidermique liée à des phénomènes psychologiques, mais pour moi ce sera plutôt des opportunités. Hein. Si les gens se mettent à tout vendre, allez c'est parti, fin du monde, etc. Comme j'ai dit, hein, moi des Apple, des Tesla, des bonnes valeurs qui génèrent des bénéfices, etc. et qui ont été complètement surachetées ces dernières années, si pour d'un coup elles se mettent survendues sur des supports, moi ça va m'intéresser pour des positionnements en portefeuille. Pareil, toujours sans levier, etc. puisqu'il faudra acheter des couteaux qui tombent, donc il faudra le faire sur des zones précises. Avec faudra avoir du cran, quoi. Voilà. J'aimerais bien justement en profiter pour choper du WTI aussi à ce moment-là, si les gens sont assez cons pour tout vendre n'importe comment, voilà. Donc pour l'instant, moi, attendre le schéma de volatilité, aucune idée de ce que ça donnera sur les schémas d'annonce, mais comme je vous l'ai dit, mis à part le timing, j'ai pratiquement aujourd'hui aucun doute sur le fait que le tapering arrive. Les hausses de taux, je suis un petit peu moins sûr, mais je pense clairement que le tapering, ça va s'annoncer dans les prochaines semaines.
Réaction de marché, donc probablement un reset de dire, bon, ok, au final, l'argent gratuit, nos limites, 120 milliards, c'est fini. On en aura toujours probablement 90, hein, mais on en aura moins qu'avant, et ça va pas plaire au marché. Donc, combien on va reset? Je ne sais pas, puisque donc c'est dû à des effets psychologiques. Je sais que le marché est très psycho, donc franchement, on va dire, dans le pire des cas, je m'attends à ce qu'on vienne chercher les niveaux psychologiques de bear market, c'est-à-dire des replis de type 20%. Mais personnellement, comme je vous dis, je vais me positionner sur des valeurs de qualité, hein, je ne vais pas acheter du shitcoin, là, entre guillemets, je vais vraiment rester en positionnement sur des gros mastodontes, mais je suis conscient que ces gros mastodontes ont aussi une part psychologique énorme, due au fait qu'elles sont dans les portefeuilles de tous les particuliers, de tous les investisseurs américains, dans les 404, dans les 401, etc. Donc voilà, il y a une propension à ce que ces valeurs soient survendu au-delà du raisonnable, donc il faudra être prudent sur les montants de ces achats pour pouvoir garder une psychologie froide. Donc possible qu'on bascule éventuellement sous les moins 20%, mais dans ce cas-là, ce sera dû à des effets de pondération, c'est-à-dire qu'à mon avis, ça targetera principalement certaines grosses valeurs qui pèsent lourd dans le S&P 500, mais le risque, c'est qu'effectivement, il y ait contagion via des effets ETF, comme je l'avais dit, ou par exemple, si les gens ont un ETF qui se fait écrouler parce qu'il y avait beaucoup d'Apple dedans, ils risquent de vendre tout l'ETF, ce qui pourrait causer des ventes sur d'autres actifs qui n'auraient pas nécessairement été vendus indépendamment. Voilà un petit peu donc un des risques. Donc attention à des risques pseudo-systémiques et des risques donc surtout psychologiques, etc., etc. Voilà pour le secteur action. Maintenant, les crypto-devises. Oh là là, qu'est-ce qu'on fait avec les crypto-devises dans ce marché-là? Alors, je vais être très honnête avec vous, le plan du début d'année, j'avais presque failli le changer tellement, franchement, j'étais, voilà. Mais moi, le plan était de constituer un range, d'accord? C'est de dire, normalement, on monte un peu, on se fait un Bitcoin 45 000, et puis on fait un gros range de merde avant de repartir à la hausse en fin d'année. Bon, j'ai été franchement extrêmement surpris par la structure de distribution, etc., puis l'accumulation, puis la volatilité du range dans sa structure globale, etc. Donc franchement, je me serais jamais attendu à cette structure de range, et j'ai même douté, moi, donc personnellement, et failli réajuster mon scénario, et pourtant, putain, j'avais tout bon. C'est juste qu'on a fait un range complètement fulgurant et très psychologique, tellement psychologique, je vous dis que même moi, j'en ai altéré ma propre gestion. Donc le travail n'a pas été parfait, mais il est quand même bon, c'est-à-dire que il fallait pas oublier la petite case TP là-haut. Le problème et la seule erreur que j'ai commise, c'est que je les ai réinvestis un petit peu trop vite, ces TP, ce qui fait qu'il a fallu subir la psychologie dans toutes ces zones-là. Bon voilà, c'est la seule erreur que j'ai commise personnellement cette année, donc c'est pas très grave, c'est juste de dire que je me suis réinvesti sur certains coins un peu trop vite, et j'aurais pu avoir des prix bien plus attractifs, et ça a conditionné des doutes quand même, hein, parce que quand on était ici, je suis pas surhumain non plus, hein, j'ai pas la science infuse, je m'étais bien tenu de dire je ferai rien et j'attendrai les troisièmes bornes pour faire mes gestions. Mais clairement, voilà. Donc on est arrivé sur ces troisièmes bornes, j'ai fait ces gestions les semaines dernières, je vous les ai annoncées. 7% en initial avant de partir en vacances, puis à peu près autant quand j'en suis rentré. Donc aujourd'hui, à peu près, on va dire 12-13%, je crois, 13-14%. Voilà, on va dire à peu près ça, c'est un peu moins de 15 et plus de 10 de TP sur mes altcoins. Je vais être très franc. Je fais plus rien du tout. Je ne vendrai plus une seule de mes cryptos au jour d'aujourd'hui. Je vais être très clair. Soit on va se constituer un range de merde, type on va devoir ranger encore pendant plusieurs trimestres, la troisième borne va être vendue et on va revenir chercher des bornes supplémentaires. Ça se passera plutôt sur les UT inférieures, etc. Mais pour moi, d'un point de vue hebdomadaire, la courbe est toujours très haussière. Je regarde toujours mon appréciation de valeur, mes moyennes, etc. Je suis navré, c'est pas bear. Donc, le narratif que je tiens personnellement, c'est mes cryptos. J'ai géré mon risque sur la troisième borne. Quand on en avait parlé à l'époque, j'avais dit tout ce qui comptera pour moi, c'est qu'on forme ce range et je regarderai la nature de la troisième borne. Je le fais avec vous, devant vous aujourd'hui. Nature de la troisième borne. One shot, les gars. On y va en fucking ligne droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a très peu de risques perçus par les opérateurs de marché. Et c'est ce que je maintiens déjà depuis plusieurs semaines. Et moi, quand on était en bas, on a géré, à mon avis, tout le risque baissier dans cette structure d'accumulation. Ce qui veut dire qu'il y aura probablement très peu de TP sur la zone de troisième borne. Je m'attends même à ce qu'elle soit potentiellement squeezée. Par contre, et je vais être très franc, ceux qui s'imaginent que du coup c'est to the fucking moon bro, on va partir en fusée, ça reste une possibilité, et dans ce cas-là on aura une fin de cycle avortée, et on restera sur le schéma historique des cryptos, c'est-à-dire des bulles, des cracks, des bulles, des cracks, et on avance comme ça. C'est pas du tout mon narratif. Moi je vais être très franc avec vous, la structure de distribution suivie de l'accumulation, ça traduit la prise en main des professionnels. Je pense qu'on a eu la plus grosse volatilité de ce cycle et je pense que ce cycle va durer 3 ans.
C'est-à-dire que tout comme je pense qu'on va avoir un cycle stagflationniste de l'ordre de 2 à 3 ans sur les actions, donc comme on l'a vu, ça veut dire des actions globalement assez peu performantes dans l'ensemble, un S&P 500 qui propose pas plus de 5% de rendement par an sur la globalité, des petits îlots de croissance assez rapidement exploités et saturés, des flux monétaires gérés par le gouvernement, donc des délits d'initiés, etc., des effets d'annonce, des j'achète la rumeur, je vends la nouvelle, etc., mais bon, bref, des flux financiers assez compliqués à gérer et qui seront probablement assez profitables pour les professionnels qui savent faire et probablement très improfitables pour les particuliers qui vont faire du suivi de tendance dans des ranges. Voilà un peu mon deal. Mais sur les cryptos, je pense que ce même schéma va se produire à la hausse. C'est-à-dire un marché qui aura des hausses, des baisses, des structures comme ça. Mais d'un point de vue relatif, pour vous donner un exemple, je pense qu'on va avoir un marché crypto relativement semblable au S&P 500, d'accord, dans les années de QE, c'est-à-dire les années qu'on avait ici. Je pense que ce qu'on a vu là, c'est ça, qu'on va avoir des petits accidents volatiles, et puis que derrière, on va installer une belle tendance bien lente. Alors attention, ce sera jamais aussi peu volatile que ça, mais je pense que le crypto total ressemblera probablement à ça. Ce qui veut dire que les trucs qui composent le crypto total, les différentes cryptos, auront elles-mêmes des effets de volatilité, mais si vous avez une exposition globale de portefeuille, c'est-à-dire si vous n'avez pas juste 2 machins en portefeuille, mais que vous avez, je sais pas, 10, 15 cryptos, ce qui me semble à peu près raisonnable et ce que perso j'envisagerais de faire, pas plus de ça, pas plus de 10, 15, avec un portefeuille assez diversifié, pas trop mal pondéré, normalement, votre portefeuille global doit pouvoir caper un peu cette volatilité et garder une dynamique haussière qui, à mon avis, va durer 2 à 3 ans sur les cryptos pour maturer. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça fait partie, à mon avis, du narratif. Si on a bien le début du tapering et la phase de sortie de ce paradigme boursier centralisé sur les décisions de politique monétaire de JJ, et qu'on commence à shifter ce paradigme vers la relance budgétaire de l'État américain et de l'administration Biden, eh bien dans ce cas-là, d'accord, le paradigme devrait shifter, mais dites-vous bien une chose, les investisseurs détestent le gouvernement américain. D'accord, les vrais capitalistes de Wall Street, ça les fait chier de devoir être pendus au nez de Biden. D'accord, donc il y en a plein qui vont faire les bonnes vieilles collusions habituelles de corruption pour avoir les infos avant les autres. D'accord, donc du délit d'initié, etc. On va revenir sur la bonne vieille finance de l'époque. Mais c'est surtout que ça leur fait chier. Donc, que vont faire, à mon avis, les grandes firmes, que ce soit les grandes firmes financières, etc., ou justement pas mal d'entreprises qui vont être donc pilotées par le gouvernement américain, soit en leur tapant dessus pour leur récupérer des taxes, etc., pour financer les plans de relance, soit pour les problèmes concurrentiels, etc. D'accord ? La plupart des sociétés vont être beaucoup plus réglementées, taxées, etc. On va aller chercher la thune là où elle se crée. Donc bien comprendre qu'il va y avoir probablement beaucoup de régulation étatique, et ça, la monnaie, la smart money, n'aime pas. Donc elle cherche à se détacher au maximum de ce système, et on leur a apporté sur un plateau d'argent. On leur a apporté une croissance décentralisée qui produit des rendements d'enculés, un truc que les particuliers demandent en plus, avec de l'adoption. C'est, encore une fois, en plus de ça, c'est pas des tulipes, c'est pas une bulle de spéculative basée sur du vide, les cryptos. C'est une technologie révolutionnaire, bien plus efficace que les modèles en place. Donc ça apporte réellement quelque chose, et même si en 2018, tout ceci n'était qu'un vieux rêve distant et qu'il n'y avait rien de concret, aujourd'hui, c'est clairement pas le cas. La mise en pratique concrète des blockchains commence à peine, et à mon avis, on est très loin d'arriver au bout. Donc, 2 à 3 ans, on va dire, de stabilisation et de maturité de ce truc-là, ça me semble raisonnable. C'est une ordre de grandeur que je vous donne pour l'instant. Par contre, je pense sincèrement que si vous avez misé sur les bons projets, pas m'acheter du shitcoin, il y a vraiment moyen que cette tendance dure. Et je pense surtout qu'il n'y aura pas beaucoup de pullback, mais qu'on va essayer de maturer ça. Mais pourquoi pas de pullback ? Parce que je pense qu'à chaque pullback, la demande va être extrêmement forte du côté des institutionnels, qui vont chercher soit à diversifier la trésorerie avec du Bitcoin, soit tout simplement chercher de la croissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, la plupart des entreprises font des bénéfices par les revenus financiers, par la dette qu'elles contractent auprès d'autres entreprises. C'est-à-dire que, entre guillemets, aujourd'hui, les pôles financiers, c'est surtout de l'émission de dettes d'entreprises, etc., pour essayer de trouver des coupons, essayer de trouver des rendements, en plus
hein, donc des bénéfices de la société. Mais aujourd'hui, les rendements sont surtout financiers. Hein, pour beaucoup d'entreprises, c'est le cas. Hein, je ne vous parle pas de Tesla, qui pendant un moment réalisait pratiquement l'ensemble de son chiffre d'affaires sur des secteurs financiers, c'est-à-dire vente de ses taxes carbone, enfin de ses crédits carbone, et puis vente de crédits à la consommation, de crédits à la consommation pour les clients qui achetaient des Tesla. Donc il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la finance, d'accord, est vraiment basée sur le modèle actuel. Et ce modèle, si le paradigme change, risque de nécessiter une réadaptation. Cette réadaptation, à mon avis, les entreprises vont la faire en diversifiant leurs investissements vers les cryptos, qui proposent ces mêmes croissances et qui vont proposer la DeFi de demain, c'est-à-dire tout ce qui va être mise en place de crédit automatique, avec mise en place de collatéral, etc. Bref, tout ce que la DeFi essaye de mettre en place aujourd'hui et qui sera, à mon avis, une utilisation naturelle et mainstream d'ici quelques années. Donc oui, il y a encore beaucoup d'argent qui devrait arriver parce que les institutions commencent à comprendre, les institutionnels et les entreprises, les institutionnels financiers et les entreprises commencent clairement à comprendre que la décentralisation, c'est mieux que l'État. Donc je pense qu'on va jouer le pipeau de l'État dans les prochaines années parce qu'on n'a pas le choix, hein, on ne va pas lutter contre la gouvernance étatique, mais clairement, à mon avis, les entreprises et les institutions financières vont chercher à se séparer de cette mainmise qu'aura l'État sur l'ensemble des activités, en diversifiant vers des structures plus décentralisées pour compenser. Attention, je n'ai pas dit qu'elles allaient mettre toute leur trésorerie en Bitcoin, mais une partie. Et ça, effectivement, je pense que ça alimentera des flux haussiers assez magistraux dans les prochaines années. Tout comme, hein, évidemment, quand à l'époque on était en panique, en mode en 2008, où plus personne ne voulait acheter, investir, etc., eh bien, que faisait la smart money? Elle prenait les risques pour vous. Je pense clairement qu'aujourd'hui, c'est ce qui se produit également, que on commence à diversifier les risques vers ces pôles de croissance. Donc je pense tout simplement qu'il n'y aura pas de crack sur les cryptos dans les prochaines années. Alors oui, je me tromperai peut-être, mais je pense que l'idée que pas mal d'entre nous avions de ce schéma, hein, donc les cryptos vont terminer leur cycle, etc., puis se cracher à nouveau, puis etc. Je pense que non. Moi, je pense que ce qu'on va avoir, c'est une structure de tendance assez construite, qu'on aura toujours des pullbacks. Hein, attention, si de la zone de 5,5 trillions, on retombe à 3,53, ça fait des baisses de 40%. Hein, donc c'est un bear market théorique. Mais je pense qu'on n'excédera pas des baisses de 40 à 50% dans les prochaines années, mais plutôt des structures de consolidation, hein, je dis, avec éventuellement, par contre, je pense, une phase de survalorisation à la fin de ce cycle. Il faudra clairement, là, par contre, encaisser des bénéfices, parce que là, je pense qu'on aura après, pas un bear market, mais la stabilisation dans un gros range à moyen terme. Voilà. C'est un peu l'idée que je m'en fais. En fait, prenez le statut boursier actuel et comprenez que c'est à peu près ça qui nous attend sur les cryptos. Hein, voilà, un cycle ici qui va se stabiliser, une volatilité qui va se caper. Derrière, il y aura toujours des petits pullbacks. Et puis, à la fin du cycle, après, on constitue des ranges, gros ranges, comme je pense que c'est ce qui nous attend dans les prochaines années. Hein, voilà. Range avec, attention, comme on a de l'inflation, d'accord, une croissance faible mais de l'inflation, le range ne se constituera pas comme ça, hein, d'accord. Mais à mon avis, le range va se constituer à l'achat comme ça, voilà, un truc. J'ai aucune idée de l'amplitude de la volatilité, mais je pense que la trajectoire, c'est ça, c'est de dire horizon 2025. Pour moi, aujourd'hui, on est survalorisé à court terme. Je dirais que la valeur se situe plutôt à 4000. Donc, imaginez-vous, voilà, je dirais horizon 3 ans, là. On prend en moyenne 5% par an, ça veut dire que globalement, les prix devraient osciller autour de ce type de trajectoire dans les prochaines années. Donc vous voyez, ça veut dire un marché non pas qui craque, mais un marché qui oscille, dans lequel on achète en bas, on récupère rapidement les profits, et vous comprenez donc le schéma que j'essaye d'appliquer dans ma gestion. Allez, 57 minutes. Bon, j'ai essayé de pas trop parler, en tout cas de vous expliquer quand même assez en détail quand même les principes mis à l'œuvre dans ma gestion et ce que je vais faire. Donc si vous l'avez compris, dans les prochaines semaines, j'envisage donc d'acheter les replis si on a un repli sur les indices, mais des replis assez significatifs. Il faudra gérer ça avec des gestions psychologiques si on a des effets de marge, type effet de levier sur les particuliers, etc., qui déclenchent des effets un peu systémiques. Donc, il faudra malheureusement naviguer à vue ces zones d'atterrissage. Ça, c'était déjà fait, mais de préparer une liste d'actifs qui m'intéressent, ça, c'est donc déjà fait. Sur les cryptos, il fallait gérer la troisième borne, ça, c'est fait. Donc, hormis nouvelles informations, je n'irai pas plus loin que les TP que j'ai réalisés. Et j'estime qu'à l'heure actuelle, le marché crypto s'en sort franchement bien sur sa zone de troisième borne, puisqu'il est revenu la chercher en one shot. Donc, il me semble que la probabilité de la squeezer
vers un ATH en fin d'année est totalement probable. Maintenant, attention à ne pas suivre les Moon Boys. Je pense qu'on aura par contre beaucoup de projets qui vont complètement mourir, et notamment chez les Ethereum Killers. Il y a beaucoup d'Ethereum Killers, de Layer 1 qui ont bien performé dernièrement. Je pense qu'il y en a plus de la moitié qui sont complètement bullshit. Donc attention à ne pas investir trop vite, de manière prématurée, en pensant que tout va monter comme dans le cycle précédent. Je pense que ce ne sera clairement pas le cas. Par contre, d'un point de vue crypto total, oui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était long, mais j'espère que vous aurez appris plein de trucs. Donc attention aux prochaines semaines, attention au changement de paradigme. Ça peut être brutal, mais il vaut mieux surtout juste en fait être préparé plus que d'anticiper, ni même de fantasmer les baisses. Je pense qu'elles proposeront plus d'opportunités en soi d'achat que d'essayer de profiter des ventes. Donc restez prudent, restez intelligent, mais travaillez surtout et regardez tout ce qui se dira au symposium, en tout cas regardez l'interprétation des professionnels. Attention, je ne vais pas parler des analystes CNBC, mais de regarder des vrais traders pour voir ce qu'ils pensent de ce dialogue. Et comme je vous l'ai dit, moi personnellement, ce que je recherche très particulièrement, ce sont vraiment les petits messages susurrés à l'oreille du Trésor américain et de l'administration Biden pour amorcer la transition de la relance financière vers la relance budgétaire. Voilà, bonne journée à toutes et à tous, bon week-end par avance, et on reprend de manière beaucoup plus normale tout ce qui est activité du Discord et tout ça, d'ici la semaine prochaine, de même que les cours en présentiel pour ceux qui sont sur Toulouse. Bye bye!